Bienvenue sur Classique en lecture. 5 semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 6, lu par Bernard. Un domestique impossible, il aperçoit les satellites de Jupiter, Dick et Joe aux prises, le doute et la croyance, le pesage, Joe Wellington, il reçoit une demi-couronne. Le docteur Fergusson avait un domestique. Il répondait avec empressement au nom de Joe. Une excellente nature, ayant voué à son maître une confiance absolue et un dévouement sans bornes, devançant même ses ordres, toujours interprétés d'une façon intelligente. Un Caleb pas grognon et d'une éternelle bonne humeur. On l'eût fait exprès qu'on n'eût pas mieux réussi. Fergusson s'en rapportait entièrement à lui pour les détails de son existence, et il avait raison. Rare et honnête Joe, un domestique qui commande votre dîner et dont le goût est le vôtre, qui fait votre malle et n'oublie ni les bas ni les chemises, qui possède vos clés et vos secrets, et n'en abuse pas. Mais aussi, quel homme était le docteur pour ce digne Joe? Avec quel respect et quelle confiance il accueillait ses décisions. Quand Fergusson avait parlé, fou qui eût voulu répondre. Tout ce qu'il pensait était juste, tout ce qu'il disait sensé, tout ce qu'il commandait faisable, tout ce qu'il entreprenait possible, tout ce qu'il achevait admirable. Vous auriez découpé Joe en morceaux, ce qui vous eût répugné sans doute qu'il n'aurait pas changé d'avis à l'égard de son maître. Aussi, quand le docteur conçut ce projet de traverser l'Afrique par les airs, ce fut pour Joe chose faite. Il n'existait plus d'obstacle. Dès l'instant que le docteur Fergusson avait résolu de partir, il était arrivé, avec son fidèle serviteur, car ce brave garçon, sans en avoir jamais parlé, savait bien qu'il serait du voyage. Il devait d'ailleurs y rendre les plus grands services par son intelligence et sa merveilleuse agilité. S'il eût fallu nommer un professeur de gymnastique pour les singes du Zoological Garden, qui sont bien dégourdis cependant, Joe aurait certainement obtenu cette place. Sauter, grimper, voler, exécuter 1000 tours impossibles, il s'en faisait un jeu. Si Fergusson était la tête et Kennedy le bras, Joe devait être la main. Il avait déjà accompagné son maître pendant plusieurs voyages et possédait quelques teintures de science appropriées à sa façon. Mais il se distinguait surtout par une philosophie douce, un optimisme charmant. Il trouvait tout facile, logique, naturel, et par conséquent il ignorait le besoin de se plaindre ou de maugréer. Entre autres qualités, il possédait une puissance et une étendue de vision étonnantes. Il partageait avec Moestlin, le professeur de Kepler, la rare faculté de distinguer sans lunettes les satellites de Jupiter et de compter dans le groupe des Pléiades 14 étoiles, dont les dernières sont de 9e grandeur. Il ne s'en montrait pas plus fier pour cela. Au contraire, il vous saluait de très loin et, à l'occasion, il savait joliment se servir de ses yeux. Avec cette confiance que Joe témoignait au docteur, il ne faut donc pas s'étonner des incessantes discussions qui s'élevaient entre Kennedy et le digne serviteur, toute déférence gardée d'ailleurs. L'un doutait, l'autre croyait. L'un était la prudence clairvoyante, l'autre la confiance aveugle. Le docteur se trouvait entre le doute et la croyance. Je dois dire qu'il ne se préoccupait ni de l'une ni de l'autre. Eh bien, monsieur Kennedy, disait Joe. Eh bien, mon garçon, voilà le moment qui approche. Il paraît que nous nous embarquons pour la Lune. Tu veux dire la terre de la Lune, ce qui n'est pas tout à fait aussi loin. Mais sois tranquille, c'est aussi dangereux. Dangereux? Avec un homme comme le docteur Fergusson? Je ne voudrais pas t'enlever tes illusions, mon cher Joe, mais ce qu'il entreprend là est tout bonnement le fait d'un insensé. Il ne partira pas. Il ne partira pas. Vous n'avez donc pas vu son ballon à l'atelier de messieurs Mitchell dans le Borough, faubourg méridional de Londres. Je me garderai bien de l'aller voir. Vous perdez là un beau spectacle, monsieur. Quelle belle chose, quelle jolie coupe, quelle charmante nacelle. Comme nous serons à notre aise là-dedans.
Tu comptes donc sérieusement accompagner ton maître? Moi? Répliqua Joe avec conviction. Mais je l'accompagnerai où il voudra. Il ne manquerait plus que cela. Le laisser aller seul, quand nous avons couru le monde ensemble? Et qui le soutiendrait donc quand il serait fatigué? Qui lui tendrait une main vigoureuse pour sauter un précipice? Qui le soignerait s'il tombait malade? Non, monsieur Dick. Joe sera toujours à son poste auprès du docteur. Que dis-je? Autour du docteur Fergusson. Brave garçon. D'ailleurs, vous venez avec nous, reprit Joe. Sans doute, fit Kennedy. C'est-à-dire je vous accompagne pour empêcher jusqu'au dernier moment Samuel de commettre une pareille folie. Je le suivrai même jusqu'à Zanzibar, afin que là, encore, la main d'un ami l'arrête dans son projet insensé. Vous n'arrêterez rien du tout, monsieur Kennedy, sauf votre respect. Mon maître n'est point un cerveau brûlé. Il médite longuement ce qu'il veut entreprendre, et quand sa résolution est prise, le diable serait bien qu'il l'en ferait démordre. C'est ce que nous verrons. Ne vous flattez pas de cet espoir. D'ailleurs, l'important est que vous veniez. Pour un chasseur comme vous, l'Afrique est un pays merveilleux. Ainsi, de toute façon, vous ne regretterez point votre voyage. Non, certes, je ne le regretterai pas, surtout si cet entêté se rend enfin à l'évidence. À propos, dit Joe, vous savez que c'est aujourd'hui le pesage. Comment le pesage? Sans doute mon maître, vous et moi, nous allons tous trois nous peser. Comme des jockeys? Comme des jockeys. Seulement, rassurez-vous, on ne vous fera pas maigrir si vous êtes trop lourd. On vous prendra comme vous serez. Je ne me laisserai certainement pas peser, dit l'Écossais avec fermeté. Mais, monsieur, il paraît que c'est nécessaire pour sa machine. Eh bien, sa machine s'en passera. Par exemple. Et si, faute de calcul exact, nous n'allions pas pouvoir monter? Et parbleu, je ne demande que cela. Voyons, monsieur Kennedy, mon maître va venir à l'instant nous chercher. Je n'irai pas. Vous ne voudrez pas lui faire cette peine? Je la lui ferai. Bon, fit Joe en riant. Vous parlez ainsi parce qu'il n'est pas là. Mais quand il vous dira face à face, Dick, sauf votre respect, Dick, j'ai besoin de connaître exactement ton poids. Vous irez. Je vous en réponds. Je n'irai pas. En ce moment, le docteur rentra dans son cabinet de travail où se tenait cette conversation. Il regarda Kennedy, qui ne se sentit pas trop à son aise. Dick, dit le docteur, viens avec Joe. J'ai besoin de savoir ce que vous pesez tous les deux. Mais tu pourras garder ton chapeau sur ta tête. Viens. Et Kennedy y alla. Ils se rendirent tous les trois à l'atelier de mm Mitchell, où l'une de ces balances dites romaines avait été préparée. Il fallait effectivement que le docteur connût le poids de ses compagnons pour établir l'équilibre de son aérostat. Il fit donc monter Dick sur la plate-forme de la balance. Celui-ci, sans faire de résistance, disait à mi-voix: « C'est bon, cela n'engage à rien. » 153 livres, dit le docteur, en inscrivant ce nombre sur son carnet. Suis-je trop lourd? Mais non, monsieur Kennedy, répliqua Joe. D'ailleurs, je suis léger, cela fera compensation. Et ce disant, Joe prit avec enthousiasme la place du chasseur. Il faillit même renverser la balance dans son emportement. Il se posa dans l'attitude du Wellington qui singe Achille à l'entrée d'Hyde Park, et fut magnifique sans bouclier. 120 livres, inscrivit le docteur. Hé hé, fit Joe, avec un sourire de satisfaction. Pourquoi souriait-il? Il n'eût jamais pu le dire. À mon tour, dit Fergusson, et il inscrivit 135 livres pour son propre compte. À nous trois, dit-il, nous ne pesons pas plus de 400 livres. Mais, mon maître, reprit Joe, si cela était nécessaire pour votre expédition, je pourrais bien me faire maigrir d'une vingtaine de livres en ne mangeant pas. C'est inutile, mon garçon, répondit le docteur. Tu peux manger à ton aise, et voilà une demi-couronne pour te lester à ta fantaisie. Chapitre 7. Détails géométriques, calcul de la capacité du ballon, l'aérostat double, l'enveloppe, la nacelle, l'appareil mystérieux, les vivres, l'addition finale.
Le docteur Fergusson s'était préoccupé depuis longtemps des détails de son expédition. On comprend que le ballon, ce merveilleux véhicule destiné à le transporter par air, fut l'objet de sa constante sollicitude. Tout d'abord, et pour ne pas donner de trop grandes dimensions à l'aérostat, il résolut de le gonfler avec du gaz, hydrogène, qui est 14 fois et demi plus léger que l'air. La production de ce gaz est facile, et c'est celui qui a donné les meilleurs résultats dans les expériences aérostatiques. Le docteur, d'après des calculs très exacts, trouva que, pour les objets indispensables à son voyage et pour son appareil, il devait emporter un poids de 4000 livres. Il fallut donc rechercher quelle serait la force ascensionnelle capable d'enlever ce poids et, par conséquent, quelle en serait la capacité. Un poids de 4000 livres est représenté par un déplacement d'air de 44 847 pieds cubes, 1,661 mètres cubes. Ce qui revient à dire que 44 847 pieds cubes d'air pèsent 4000 livres environ. En donnant au ballon cette capacité de 44 847 pieds cubes et en le remplissant, au lieu d'air, de gaz hydrogène, qui, 14 fois et demi plus léger, ne pèse que 276 livres, il reste une rupture d'équilibre, soit une différence de 3724 livres. C'est cette différence entre le poids du gaz contenu dans le ballon et le poids de l'air environnant qui constitue la force ascensionnelle de l'aérostat. Toutefois, si l'on introduisait dans le ballon les 44 840 pieds cubes de gaz dont nous parlons, il serait entièrement rempli. Or, cela ne doit pas être, car, à mesure que le ballon monte dans les couches moins denses de l'air, le gaz qu'il renferme tend à se dilater et ne tarderait pas à crever l'enveloppe. On ne remplit donc généralement les ballons que de tiers. Mais le docteur, par suite de certains projets connus de lui seul, résolut de ne remplir son aérostat qu'à moitié, et puisqu'il lui fallait emporter 44 847 pieds cubes d'hydrogène, de donner à son ballon une capacité à peu près double. Il le disposa suivant cette forme allongée que l'on sait être préférable. Le diamètre horizontal fut de 50 pieds et le diamètre vertical de 75. Cette dimension n'a rien d'extraordinaire. En 1784, à Lyon, M. Montgolfier construisit un aérostat dont la capacité était de 340 000 pieds cubes ou 20 000 mètres cubes, et il pouvait enlever un poids de 20 tonnes, soit 20 000 kilogrammes. Il obtint ainsi un sphéroïde dont la capacité s'élevait en chiffres ronds à 90 000 pieds cubes. Si le docteur Fergusson avait pu employer 2 ballons, ses chances de réussite se seraient accrues. En effet, au cas où l'un vient à se rompre dans l'air, on peut en jetant du lest se soutenir au moyen de l'autre. Mais la manœuvre de 2 aérostats devient fort difficile lorsqu'il s'agit de leur conserver une force d'ascension égale. Après avoir longuement réfléchi, Fergusson, par une disposition ingénieuse, réunit les avantages de 2 ballons sans en avoir les inconvénients. Il en construisit 2 d'inégale grandeur et les renferma l'un dans l'autre. Son ballon extérieur, auquel il conserva les dimensions que nous avons données plus haut, en contint un plus petit, de même forme, qui n'eut que 45 pieds de diamètre horizontal et 68 pieds de diamètre vertical. La capacité de ce ballon intérieur n'était donc que de 67 000 pieds cubes. Il devait nager dans le fluide qui l'entourait. Une soupape s'ouvrait d'un ballon à l'autre et permettait au besoin de les faire communiquer entre eux. Cette disposition présentait cet avantage que, s'il fallait donner issue au gaz pour descendre, on laisserait échapper d'abord celui du grand ballon. Dût-on même le vider entièrement, le petit resterait intact. On pouvait alors se débarrasser de l'enveloppe extérieure,
comme d'un poids incommode, et le second aérostat, demeuré seul, n'offrait pas au vent la prise que donnent les ballons à demi gonflés. De plus, dans le cas d'un accident, d'une déchirure arrivée au ballon extérieur, l'autre avait l'avantage d'être préservé. Les deux aérostats furent construits avec un taffetas croisé de lion, enduit de gutta-percha. Cette substance gommo-résineuse jouit d'une imperméabilité absolue. Elle est entièrement inattaquable aux acides et aux gaz. Le taffetas fut juxtaposé en double au pôle supérieur du globe, où se fait presque tout l'effort. Cette enveloppe pouvait retenir le fluide pendant un temps illimité. Elle pesait une demi-livre par 9 pieds carrés. Or, la surface du ballon extérieur étant d'environ 11 600 pieds carrés, son enveloppe pesa 650 livres. L'enveloppe du second ayant 9 200 pieds carrés de surface ne pesait que 510 livres, soit donc en tout 1160 livres. Le filet destiné à supporter la nacelle fut fait en corde de chanvre d'une très grande solidité. Les deux soupapes devinrent l'objet de soins minutieux, comme l'eût été le gouvernail d'un navire. La nacelle, de forme circulaire et d'un diamètre de 15 pieds, était construite en osier, renforcée par une légère armure de fer, et revêtue, à la partie inférieure, de ressorts élastiques destinés à amortir les chocs. Son poids et celui du filet ne dépassaient pas 280 livres. Le docteur fit construire en outre 4 caisses de tôle de 2 lignes d'épaisseur. Elles étaient réunies entre elles par des tuyaux munis de robinets. Il y joignit un serpentin de 2 pouces de diamètre environ, qui se terminait par 2 branches droites d'inégale longueur, mais dont la plus grande mesurait 25 pieds de haut et la plus courte 15 pieds seulement. Les caisses de tôle s'emboîtaient dans la nacelle de façon à occuper le moins d'espace possible. Le serpentin, qui ne devait s'ajuster que plus tard, fut emballé séparément, ainsi qu'une très forte pile électrique de Bunsen. Cet appareil avait été si ingénieusement combiné qu'il ne pesait pas plus de 700 livres, en y comprenant même 25 gallons d'eau contenus dans une caisse spéciale. Les instruments destinés au voyage consistèrent en 2 baromètres, 2 thermomètres, 2 boussoles, un sextant, 2 chronomètres, un horizon artificiel et un altazimuth, pour relever les objets lointains et inaccessibles. L'observatoire de Greenwich s'était mis à la disposition du docteur. Celui-ci d'ailleurs ne se proposait pas de faire des expériences de physique. Il voulait seulement reconnaître sa direction et déterminer la position des principales rivières, montagnes et villes. Il se munit de 3 ancres en fer bien éprouvées, ainsi que d'une échelle de soie légère et résistante, longue d'une 50aine de pieds. Il calcula également le poids exact de ses vivres. Ils consistèrent en thé, en café, en biscuits, en viande salée et en pemmican, préparation qui, sous un mince volume, renferme beaucoup d'éléments nutritifs. Indépendamment d'une suffisante réserve d'eau de vie, il disposa 2 caisses à eau qui contenaient chacune 22 gallons. 100 litres à peu près. Le gallon qui contient 8 pintes vaut 4 litres 453. La consommation de ces divers aliments devait peu à peu diminuer le poids enlevé par l'aérostat, car il faut savoir que l'équilibre d'un ballon dans l'atmosphère est d'une extrême sensibilité. La perte d'un poids presque insignifiant suffit pour produire un déplacement très appréciable. Le docteur n'oublia ni une tente qui devait recouvrir une partie de la nacelle, ni les couvertures qui composaient toute la literie de voyage, ni les fusils du chasseur, ni ses provisions de poudre et de balles. Voici le résumé de ces différents calculs. Fergusson, 135 livres. Kennedy, 153. Joe, 120. Poids du premier ballon, 650 livres. Poids du second ballon, 510. Nacelle et filet, 280.
encre, instruments, fusils, couvertures, tentes, ustensiles divers, 190. Viande, pemmican, biscuits, thé, café, eau-de-vie, 386. Eau, 400 livres. Appareil, 700. Poids de l'hydrogène, 276. Lest, 200. Total, 4000 livres. Tel était le décompte des 4000 livres que le docteur Fergusson se proposait d'enlever. Il n'emportait que 200 livres de lest, pour les cas imprévus seulement, disait-il, car il comptait bien n'en pas user, grâce à son appareil. Chapitre 8. Importance de Joe, le commandant de la Resolute, l'arsenal de Kennedy, aménagement, le dîner d'adieu, le départ du 21 février, séance scientifique du docteur, Duveyrier Livingstone, détails du voyage aérien, Kennedy réduit au silence. Vers le 10 février, les préparatifs touchaient à la fin. Les aérostats renfermés l'un dans l'autre étaient entièrement terminés. Ils avaient subi une forte pression d'air refoulée dans leurs flancs. Cette épreuve donnait bonne opinion de leur solidité et témoignait des soins apportés à leur construction. Joe ne se sentait pas de joie. Il allait incessamment de Greek Street aux ateliers de messieurs Mitchell, toujours affairé, mais toujours épanoui, donnant volontiers des détails sur l'affaire aux gens qui ne lui en demandaient point, fier entre toutes choses d'accompagner son maître. Je crois même qu'à montrer l'aérostat, à développer les idées et les plans du docteur, à laisser apercevoir celui-ci par une fenêtre entr'ouverte, où, à son passage dans les rues, le digne garçon gagna quelques demi-couronnes. Il ne faut pas lui en vouloir, il avait bien le droit de spéculer un peu sur l'admiration et la curiosité de ses contemporains. Le 16 février, le Resolute vint jeter l'ancre devant Greenwich. C'était un navire à hélice du port de 800 tonneaux, bon marcheur, et qui fut chargé de ravitailler la dernière expédition de Sir James Ross aux régions polaires. Le commandant Pennet passait pour un aimable homme. Il s'intéressait particulièrement au voyage du docteur, qu'il appréciait de longue date. Ce Pennet faisait plutôt un savant qu'un soldat. Cela n'empêchait pas son bâtiment de porter 4 caronades qui n'avaient jamais fait de mal à personne et servaient seulement à produire les bruits les plus pacifiques du monde. La cale du Resolute fut aménagée de manière à loger l'aérostat. Il y fut transporté avec les plus grandes précautions dans la journée du 18 février. On l'emmagasina au fond du navire de manière à prévenir tout accident. La nacelle et ses accessoires, les ancres, les cordes, les vivres, les caisses à eau que l'on devait remplir à l'arrivée, tout fut arrimé sous les yeux de Fergusson. On embarqua 10 tonneaux d'acide sulfurique et 10 tonneaux de vieille ferraille pour la production du gaz hydrogène. Cette quantité était plus que suffisante, mais il fallait parer aux pertes possibles. L'appareil, destiné à développer le gaz et composé d'une 30aine de barils, fut mis à fond de cale. Ces divers préparatifs se terminèrent le 18 février au soir. 2 cabines confortablement disposées attendaient le docteur Fergusson et son ami Kennedy. Ce dernier, tout en jurant qu'il ne partirait pas, se rendit à bord avec un véritable arsenal de chasse, 2 excellents fusils à 2 coups, se chargeant par la culasse, et une carabine à toute épreuve de la fabrique de Purdemoor et Dickson d'Édimbourg. Avec une pareille arme, le chasseur n'était pas embarrassé de loger à 2000 pas de distance une balle dans l'œil d'un chamois. Il y joignit 2 revolvers Colt à 6 coups pour les besoins imprévus, sa poudrière, son sac à cartouches, son plomb et ses balles, en quantité suffisante, ne dépassaient pas les limites de poids assignées par le docteur. Les 3 voyageurs s'installèrent à bord dans la journée du 19 février. Ils furent reçus avec une grande distinction par le capitaine et ses officiers. Le docteur, toujours assez froid, uniquement préoccupé de son expédition, Dick, ému sans trop vouloir le paraître, Joe bondissant, éclatant en propos burlesques. Il devint promptement le loustic du poste des maîtres,
où un cadre lui avait été réservé. Le 20, un grand dîner d'adieu fut donné au docteur Fergusson et à Kennedy par la Société royale de géographie. Le commandant Pennet et ses officiers assistaient à ce repas, qui fut très animé et très fourni en libations flatteuses. Les santés y furent portées en assez grand nombre pour assurer à tous les convives une existence de centenaire. Sir Francis M. présidait avec une émotion contenue, mais pleine de dignité. À sa grande confusion, Dick Kennedy eut une large part dans les félicitations bachiques. Après avoir bu à l'intrépide Fergusson, la gloire de l'Angleterre, on dut boire au non moins courageux Kennedy, son audacieux compagnon. Dick rougit beaucoup, ce qui passa pour de la modestie. Les applaudissements redoublèrent, Dick rougit encore davantage. Un message de la reine arriva au dessert. Elle présentait ses compliments aux deux voyageurs et faisait des vœux pour la réussite de l'entreprise, ce qui nécessita de nouveaux toasts à sa très gracieuse majesté. À minuit, après des adieux émouvants et de chaleureuses poignées de main, les convives se séparèrent. Les embarcations du Resolute attendaient au pont de Westminster. Le commandant y prit place en compagnie de ses passagers et de ses officiers, et le courant rapide de la Tamise les porta vers Greenwich. À 1 heure, chacun dormait à bord. Le lendemain 21 février, à 3 heures du matin, les fourneaux ronflaient. À 5 heures, on levait l'ancre, et sous l'impulsion de son hélice, le Resolute fila vers l'embouchure de la Tamise. Nous n'avons pas besoin de dire que les conversations du bord roulèrent uniquement sur l'expédition du docteur Fergusson. À le voir comme à l'entendre, il inspirait une telle confiance, bientôt, sauf l'Écossais, personne ne mit en question le succès de son entreprise. Pendant les longues heures inoccupées du voyage, le docteur faisait un véritable cours de géographie dans le carré des officiers. Ces jeunes gens se passionnaient pour les découvertes faites depuis 40 ans en Afrique. Il leur raconta les explorations de Barth, de Burton, de Speke, de Grant. Il leur dépeignit cette mystérieuse contrée livrée de toutes parts aux investigations de la science. Dans le nord, le jeune Duveyrier explorait le Sahara et ramenait à Paris les chefs touaregs. Sous l'inspiration du gouvernement français, 2 expéditions se préparaient qui, descendant du nord et venant à l'ouest, se croiseraient à Tombouctou. Au sud, l'infatigable Livingstone s'avançait toujours vers l'équateur, et depuis mars 1862, il remontait en compagnie de Mackenzie la rivière Rovoonia. Le XIXe siècle ne se passerait certainement pas sans que l'Afrique n'eût révélé les secrets enfouis dans son sein depuis 6000 ans. L'intérêt des auditeurs de Fergusson fut excité surtout quand il leur fit connaître en détail les préparatifs de son voyage. Ils voulurent vérifier ses calculs, ils discutèrent, et le docteur entra franchement dans la discussion. En général, on s'étonnait de la quantité relativement restreinte de vivres qu'il emportait avec lui. Un jour, l'un des officiers interrogea le docteur à cet égard. « Cela vous surprend, répondit Fergusson. « Sans doute. Mais quelle durée supposez-vous donc qu'aura mon voyage? Des mois entiers? C'est une grande erreur. S'il se prolongeait, nous serions perdus, nous n'arriverions pas. Sachez donc qu'il n'y a pas plus de 3500, mettez 4000 milles, environ 400 lieues, de Zanzibar à la côte du Sénégal. Or, à 240 milles, 100 lieues, le docteur compte toujours par mille géographique, de 60 au degré. Par 12 heures, ce qui n'approche pas de la vitesse de nos chemins de fer, en voyageant jour et nuit, il suffirait de 7 jours pour traverser l'Afrique. Mais alors, vous ne pourriez me voir ni faire de relèvement géographique, ni reconnaître le pays. Aussi, répondit le docteur, si je suis maître de mon ballon, si je monte ou descends à ma volonté, je m'arrêterai quand bon me semblera, surtout lorsque des courants trop violents menaceront de m'entraîner. Et vous en rencontrerez, dit le commandant Pennet. Il y a des ouragans qui font plus de 204 milles à l'heure. Vous le voyez, répliqua le docteur, avec une telle rapidité, on traverserait l'Afrique en 12 heures. On se lèverait à Zanzibar pour aller se coucher à Saint-Louis. Mais, reprit un officier, est-ce qu'un ballon pourrait être entraîné par une vitesse pareille? Cela s'est vu, répondit Fergusson. Et le ballon a résisté? Parfaitement. C'était à l'époque du couronnement de Napoléon en 1804.
l'aéronaute Garnerin lança de Paris, à 11 heures du soir, un ballon qui portait l'inscription suivante tracée en lettres d'or: Paris, 25 Frimaire, an 13, couronnement de l'empereur Napoléon par sa sainteté Pie VII. Le lendemain matin, à 5 heures, les habitants de Rome voyaient le ballon planer au-dessus du Vatican, parcourir la campagne romaine et aller s'abattre dans le lac de Bracciano. Ainsi, messieurs, un ballon peut résister à de pareilles vitesses. Un ballon, oui, mais un homme, se hasarda à dire Kennedy. Mais un homme aussi, car un ballon est toujours immobile par rapport à l'air qui l'environne. Ce n'est pas lui qui marche, et est la masse de l'air elle-même. Aussi, allumez une bougie dans votre nacelle et la flamme ne vacillera pas. Un aéronaute montant le ballon de Garnerin n'aurait aucunement souffert de cette vitesse. D'ailleurs, je ne tiens pas à expérimenter une semblable rapidité, et si je puis m'accrocher pendant la nuit à quelque arbre ou quelque accident de terrain, je ne m'en ferai pas faute. Nous emportons d'ailleurs pour 2 mois de vivres, et rien n'empêchera notre adroit chasseur de nous fournir du gibier en abondance quand nous prendrons terre. Ah, monsieur Kennedy, vous allez faire là des coups de maître, dit un jeune midshipman, en regardant l'Écossais avec des yeux d'envie. Sans compter, reprit un autre, que votre plaisir sera doublé d'une grande gloire. Messieurs, répondit le chasseur, je suis fort sensible à vos compliments, mais il ne m'appartient pas de les recevoir. Hein? Fit-on de tous côtés, vous ne partirez pas? Je ne partirai pas. Vous n'accompagnerez pas le docteur Fergusson? Non seulement je ne l'accompagnerai pas, mais je ne suis ici que pour l'arrêter au dernier moment. Tous les regards se dirigèrent vers le docteur. Ne l'écoutez pas, répondit-il avec son air calme. C'est une chose qu'il ne faut pas discuter avec lui. Au fond, il sait parfaitement qu'il partira. Par saint Patrick, s'écria Kennedy, j'atteste. N'atteste rien, ami Dick. Tu es jaugé, tu es pesé, toi, ta poudre, tes fusils et tes balles. Ainsi, n'en parlons plus. Et de fait, depuis ce jour jusqu'à l'arrivée à Zanzibar, Dick n'ouvrit plus la bouche. Il ne parla pas plus de cela que d'autre chose. Il se tut. Chapitre 9. On double le cap, le gaillard d'avant, cours de cosmographie par le professeur Joe, de la direction des ballons, de la recherche des courants atmosphériques. Le Resolute filait rapidement vers le cap de Bonne-Espérance. Le temps se maintenait au beau, quoique la mer devint plus forte. Le 30 mars, 27 jours après le départ de Londres, la montagne de la Table se profila sur l'horizon. La ville du Cap, située au pied d'un amphithéâtre de collines, apparut au bout des lunettes marines, et bientôt le Resolute jeta l'ancre dans le port. Mais le commandant n'y relâchait que pour prendre du charbon. Ce fut l'affaire d'un jour. Le lendemain, le navire donnait dans le sud pour doubler la pointe méridionale de l'Afrique et entrer dans le canal de Mozambique. Joe n'en était pas à son premier voyage sur mer. Il n'avait pas tardé à se trouver chez lui à bord. Chacun l'aimait pour sa franchise et sa bonne humeur. Une grande part de la célébrité de son maître rejaillissait sur lui. On l'écoutait comme un oracle, et il ne se trompait pas plus qu'un autre. Or, tandis que le docteur poursuivait le cours de ses descriptions dans le carré des officiers, Joe trônait sur le gaillard d'avant et faisait de l'histoire à sa manière, procédé suivi d'ailleurs par les plus grands historiens de tous les temps. Il était naturellement question du voyage aérien. Joe avait eu de la peine à faire accepter l'entreprise par des esprits récalcitrants, mais aussi, la chose une fois acceptée, l'imagination des matelots, stimulée par le récit de Joe, ne connut plus rien d'impossible. L'éblouissant conteur persuadait à son auditoire qu'après ce voyage-là, on en ferait bien d'autres. Ce n'était que le commencement d'une longue série d'entreprises surhumaines. Voyez-vous, mes amis, quand on a goûté de ce genre de locomotion, on ne peut plus s'en passer. Aussi, à notre prochaine expédition, au lieu d'aller de côté, nous irons droit devant nous, en montant toujours. Bon, dans la Lune alors, dit un auditeur émerveillé. Dans la Lune, riposta Joe. Non, ma foi, c'est trop commun. Tout le monde y va dans la Lune. D'ailleurs, il n'y a pas d'eau, et on est obligé d'en emporter des provisions énormes, et même de l'atmosphère en fiole, pour peu qu'on tienne à respirer.
Bon, si on trouve du gin, dit un matelot fort amateur de cette boisson. Pas davantage, mon brave. Non, point de lune, mais nous nous promènerons dans ces jolies étoiles, dans ces charmantes planètes dont mon maître m'a parlé si souvent. Ainsi nous commencerons par visiter Saturne. Celui qui a un anneau demanda le quartier-maître. Oui, un anneau de mariage, seulement on ne sait pas ce que sa femme est devenue. Comment vous iriez si haut que cela fit un mousse stupéfait. C'est donc le diable, votre maître. Le diable? Il est trop bon pour cela. Mais après Saturne? Demanda l'un des plus impatients de l'auditoire. Après Saturne? Eh bien nous rendrons visite à Jupiter. Un drôle de pays, allez, où les journées ne sont que de 9 heures et demie, ce qui est commode pour les paresseux, et où les années, par exemple, durent 12 ans, ce qui est avantageux pour les gens qui n'ont plus que 6 mois à vivre. Ça prolonge un peu leur existence. 12 ans? Reprit le mousse. Oui, mon petit. Ainsi, dans cette contrée-là, tu téterais encore ta maman. Et le vieux là-bas, qui court sur sa cinquantaine, serait un bambin de 4 ans et demi. Voilà qui n'est pas croyable, s'écria le gaillard d'avant, d'une seule voix. Pure vérité, fit Joe avec assurance. Mais que voulez-vous, quand on persiste à végéter dans ce monde-ci, on n'apprend rien, on reste ignorant comme un marsouin. Venez un peu dans Jupiter et vous verrez. Par exemple, il faut de la tenue là-haut, car il a des satellites qui ne sont pas commodes. Et l'on riait, mais on le croyait à demi. Et il leur parlait de Neptune, où les marins sont joliment reçus, et de Mars, où les militaires prennent le haut du pavé, ce qui finit par devenir assommant. Quant à Mercure, vilain monde, rien que des voleurs et des marchands, et se ressemblant tellement les uns aux autres qu'il est difficile de les distinguer. Et enfin, il leur faisait de Vénus un tableau vraiment enchanteur. Et quand nous reviendrons de cette expédition-là, dit l'aimable conteur, on nous décorera de la croix du Sud, qui brille là-haut, à la boutonnière du bon Dieu. Et vous l'aurez bien gagné, dirent les matelots. Ainsi se passaient en joyeux propos les longues soirées du gaillard d'avant, et pendant ce temps, les conversations instructives du docteur allaient leur train. Un jour, on s'entretenait de la direction des ballons, et Fergusson fut sollicité de donner son avis à cet égard. Je ne crois pas, dit-il, que l'on puisse parvenir à diriger les ballons. Je connais tous les systèmes essayés ou proposés. Pas un n'a réussi, pas un n'est praticable. Vous comprenez bien que j'ai dû me préoccuper de cette question qui devait avoir un si grand intérêt pour moi. Mais je n'ai pu la résoudre avec les moyens fournis par les connaissances actuelles de la mécanique. Il faudrait découvrir un moteur d'une puissance extraordinaire et d'une légèreté impossible. Et encore, on ne pourra résister à des courants de quelque importance. Jusqu'ici, d'ailleurs, on s'est plutôt occupé de diriger la nacelle que le ballon. C'est une faute. Il y a cependant, répliqua-t-on, de grands rapports entre un aérostat et un navire que l'on dirige à volonté. Mais non, répondit le docteur Fergusson, il y en a peu ou point. L'air est infiniment moins dense que l'eau, dans laquelle le navire n'est submergé qu'à moitié, tandis que l'aérostat plonge tout entier dans l'atmosphère et reste immobile par rapport au fluide environnant. Vous pensez alors que la science aérostatique a dit son dernier mot? Non pas, non pas. Il faut chercher autre chose. Et si l'on ne peut diriger un ballon, le maintenir au moins dans les courants atmosphériques favorables. À mesure que l'on s'élève, ceux-ci deviennent beaucoup plus uniformes et sont constants dans leur direction. Ils ne sont plus troublés par les vallées et les montagnes qui sillonnent la surface du globe. Et là, vous le savez, est la principale cause des changements du vent et de l'inégalité de son souffle. Or, une fois ces zones déterminées, le ballon n'aura qu'à se placer dans les courants qui lui conviendront. Mais alors, reprit le commandant Pennet, pour les atteindre, il faudra constamment monter ou descendre. Là est la vraie difficulté, mon cher docteur. Et pourquoi, mon cher commandant? Entendons-nous, ce ne sera une difficulté et un obstacle que pour les voyages de long cours, et non pas pour les simples promenades aériennes. Et la raison, s'il vous plaît? Parce que vous ne montez qu'à la condition de jeter du lest, vous ne descendez qu'à la condition de perdre du gaz, et à ce manège-là, vos provisions de gaz et de lest seront vite épuisées. Mon cher Pennet, là est toute la question. Là est la seule difficulté que la science doive tendre à vaincre. Il ne s'agit pas de diriger les ballons, il s'agit de les mouvoir de haut en bas, sans dépenser ce gaz qui est sa force, son sang, son âme, si l'on peut s'exprimer ainsi. Vous avez raison, mon cher docteur, mais cette difficulté n'est pas encore résolue.
Ce moyen n'est pas encore trouvé. Je vous demande pardon. Il est trouvé. Par qui? Par moi? Par vous? Vous comprenez bien que, sans cela, je n'aurais pas risqué cette traversée de l'Afrique en ballon. Au bout de 24 heures, j'aurais été à sec de gaz. Mais vous n'avez pas parlé de cela en Angleterre? Non, je ne tenais pas à me faire discuter en public. Cela me paraissait inutile. J'ai fait en secret des expériences préparatoires, et j'ai été satisfait. Je n'avais donc pas besoin d'en apprendre davantage. Eh bien, mon cher Fergusson, peut-on vous demander votre secret? Le voici, messieurs, et mon moyen est bien simple. L'attention de l'auditoire fut portée au plus haut point, et le docteur prit tranquillement la parole en ces termes. Chapitre 10. Essai antérieur, les 5 caisses du docteur, le chalumeau à gaz, le calorifère, manière de manœuvrer, succès certain. On a tenté souvent, messieurs, de s'élever ou de descendre à volonté, sans perdre le gaz ou le lest d'un ballon. Un aéronaute français, M. Meunier, voulait atteindre ce but en comprimant de l'air dans une capacité inférieure. Un Belge, M. le docteur Van Eyck, au moyen d'ailes et de palettes, déployait une force verticale qui eût été insuffisante dans la plupart des cas. Les résultats pratiques obtenus par ces divers moyens ont été insignifiants. J'ai donc résolu d'aborder la question plus franchement, et d'abord je supprime complètement le lest, si ce n'est pour les cas de force majeure, tels que la rupture de mon appareil ou l'obligation de m'élever instantanément pour éviter un obstacle imprévu. Mes moyens d'ascension et de descente consistent uniquement à dilater ou à contracter, par des températures diverses, le gaz renfermé dans l'intérieur de l'aérostat. Et voici comment j'obtiens ce résultat. Vous avez vu embarquer avec la nacelle plusieurs caisses dont l'usage vous est inconnu. Ces caisses sont au nombre de 5. La première renferme environ 25 gallons d'eau, à laquelle j'ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique pour augmenter sa conductibilité, et je la décompose au moyen d'une forte pile de Bunsen. L'eau, comme vous le savez, se compose de 2 volumes en gaz hydrogène et d'un volume en gaz oxygène. Ce dernier, sous l'action de la pile, se rend par son pôle positif dans une seconde caisse. Une troisième, placée au-dessus de celle-ci et d'une capacité double, reçoit l'hydrogène qui arrive par le pôle négatif. Des robinets dont l'un a une ouverture double de l'autre font communiquer ces 2 caisses avec une quatrième qui s'appelle caisse de mélange. Là, en effet, se mélangent ces 2 gaz provenant de la décomposition de l'eau. La capacité de cette caisse de mélange est environ de 41 pieds cubes, 1,50 m². À la partie supérieure de cette caisse est un tube en platine, muni d'un robinet. Vous l'avez déjà compris, messieurs, l'appareil que je vous décris est tout bonnement un chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, dont la chaleur dépasse celle des feux de forge. Ceci établi, je passe à la seconde partie de l'appareil. De la partie inférieure de mon ballon, qui est hermétiquement clos, sortent 2 tubes séparés par un petit intervalle. L'un prend naissance au milieu des couches supérieures du gaz hydrogène, l'autre au milieu des couches inférieures. Ces 2 tuyaux sont munis de distance en distance de fortes articulations en caoutchouc qui leur permettent de se prêter aux oscillations de l'aérostat. Ils descendent tous 2 jusqu'à la nacelle et se perdent dans une caisse de fer de forme cylindrique qui s'appelle caisse de chaleur. Elle est fermée à ses 2 extrémités par 2 forts disques de même métal. Le tuyau parti de la région inférieure du ballon se rend dans cette boîte cylindrique par le disque du bas. Il y pénètre et adopte alors la forme d'un serpentin hélicoïdal dont les anneaux superposés occupent presque toute la hauteur de la caisse. Avant d'en sortir, le serpentin se rend dans un petit cône dont la base concave en forme de calotte sphérique est dirigée en bas. C'est par le sommet de ce cône que sort le second tuyau, et il se rend, comme je vous l'ai dit, dans les couches supérieures du ballon.
La calotte sphérique du petit cône est en platine, afin de ne pas fondre sous l'action du chalumeau, car celui-ci est placé sur le fond de la caisse en fer, au milieu du serpentin hélicoïdal, et l'extrémité de sa flamme viendra légèrement lécher cette calotte. Vous savez, messieurs, ce que c'est qu'un calorifère destiné à chauffer les appartements. Vous savez comment il agit. L'air de l'appartement est forcé de passer par les tuyaux et il est restitué avec une température plus élevée. Or, ce que je viens de vous décrire là n'est à vrai dire qu'un calorifère. En effet, que se passera-t-il? Une fois le chalumeau allumé, l'hydrogène du serpentin et du cône concave s'échauffe et monte rapidement par le tuyau qui le mène aux régions supérieures de l'aérostat. Le vide se fait en dessous et il attire le gaz des régions inférieures qui se chauffe à son tour et est continuellement remplacé. Il s'établit ainsi dans les tuyaux et le serpentin un courant extrêmement rapide de gaz sortant du ballon, y retournant et se surchauffant sans cesse. Or, les gaz augmentent de 1 pour 480 de leur volume par degré de chaleur. Si donc je force la température de 18 degrés, 10 degrés centigrades, les gaz augmentent de 1 pour 267 de leur volume par 1 degré centigrade. L'hydrogène de l'aérostat se dilatera de 18 pour 480 et de 1614 pieds cubes, 62 mètres cubes environ. Il déplacera donc 1674 pieds cubes d'air de plus, ce qui augmentera sa force ascensionnelle de 160 livres. Cela revient donc à jeter ce même poids de lest. Si j'augmente la température de 180 degrés, 100 degrés centigrades, le gaz se dilatera de 180 pour 480. Il déplacera 16 740 pieds cubes de plus, et sa force ascensionnelle s'accroîtra de 1600 livres. Vous le comprenez, messieurs, je puis donc facilement obtenir des ruptures d'équilibre considérables. Le volume de l'aérostat a été calculé de telle façon qu'étant à demi gonflé, il déplace un poids d'air exactement égal à celui de l'enveloppe du gaz hydrogène et de la nacelle chargée de voyageurs et de tous ses accessoires. À ce point de gonflement, il est exactement en équilibre dans l'air, il ne monte ni ne descend. Pour opérer l'ascension, je porte le gaz à une température supérieure à la température ambiante au moyen de mon chalumeau. Par cet excès de chaleur, il obtient une tension plus forte et gonfle davantage le ballon qui monte d'autant plus que je dilate l'hydrogène. La descente se fait naturellement en modérant la chaleur du chalumeau et en laissant la température se refroidir. L'ascension sera donc généralement beaucoup plus rapide que la descente. Mais c'est là une heureuse circonstance. Je n'ai jamais d'intérêt à descendre rapidement, et c'est au contraire par une marche ascensionnelle très prompte que j'évite les obstacles. Les dangers sont en bas et non en haut. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'ai une certaine quantité de lest qui me permettra de m'élever plus vite encore si cela devient nécessaire. Ma soupape, située au pôle supérieur du ballon, n'est plus qu'une soupape de sûreté. Le ballon garde toujours sa même charge d'hydrogène. Les variations de température que je produis dans ce milieu de gaz clos pourvoient seules à tous les mouvements de montée et de descente. Maintenant, messieurs, comme détail pratique, j'ajouterai ceci. La combustion de l'hydrogène et de l'oxygène à la pointe du chalumeau produit uniquement de la vapeur d'eau. J'ai donc muni la partie inférieure de la caisse cylindrique en fer d'un tube de dégagement avec soupape fonctionnant à moins de 2 atmosphères de pression. Par conséquent, dès qu'elle a atteint cette tension, la vapeur s'échappe d'elle-même. Voici maintenant des chiffres très exacts. 25 gallons d'eau décomposée en ses éléments constitutifs donnent 200 livres d'oxygène et 25 livres d'hydrogène. Cela représente, à la tension atmosphérique, 1890 pieds cubes, 70 mètres cubes d'oxygène, du premier, et 3780 pieds cubes, 140 mètres cubes d'hydrogène, du second. En tout, 5670 pieds cubes du mélange, 210 mètres cubes. Or,
Le robinet de mon chalumeau, ouvert en plein, dépense 27 pieds cubes, 1 mètre cube, à l'heure, avec une flamme au moins 6 fois plus forte que celle des grandes lanternes d'éclairage. En moyenne donc, et pour me maintenir à une hauteur peu considérable, je ne brûlerai pas plus de 9 pieds cubes à l'heure, 1/3 de mètre cube. Mes 25 gallons d'eau me représentent donc 630 heures de navigation aérienne, ou un peu plus de 26 jours. Or, comme je puis descendre à volonté et renouveler ma provision d'eau sur la route, mon voyage peut avoir une durée indéfinie. Voilà mon secret, messieurs. Il est simple, et comme les choses simples, il ne peut manquer de réussir. La dilatation et la contraction du gaz de l'aérostat, tel est mon moyen, qui n'exige ni ailes embarrassantes, ni moteur mécanique. Un calorifère pour produire mes changements de température, un chalumeau pour le chauffer, cela n'est ni incommode ni lourd. Je crois donc avoir réuni toutes les conditions sérieuses de succès. Le docteur Fergusson termina ainsi son discours et fut applaudi de bon cœur. Il n'y avait pas une objection à lui faire. Tout était prévu et résolu. Cependant, dit le commandant, cela peut être dangereux. Enfin le bâtiment vint en vue de la ville de Zanzibar, située sur l'île du même nom, et le 15 avril, à 11 heures du matin, il laissa tomber l'ancre dans le port. L'île de Zanzibar appartient à l'imam de Mascate. Qu'importe, répondit simplement le docteur, si cela est praticable. Merci d'avoir écouté les chapitres de 6 à 10 de 5 semaines en ballon de Jules Verne sur Classique en lecture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.